Voilà, donc là j'arrive à la fin du TP. J'ai bien observé en simulation l'allure qu'il fallait pour le signal de sortie. Donc il me reste maintenant physiquement à mettre la- le circuit logique dans le FPGA. Euh, donc c'est ce que j'ai fait en fait là. Donc le circuit est implanté dans le FPGA. Et avant de faire ça, donc j'ai, comme on l'a vu, j'ai bien paramétré les sorties de mon projet, là, de mon circuit top level. J'ai bien paramétré ces sorties pour qu'elles arrivent sur les pins du FPGA euh, qui sont connectés aux entrées du DAC qui vont bien pour avoir la conversion numérique analogique du signal de sortie. Donc, je rappelle, là, j'ai le FPGA et puis ça, c'est la carte sur laquelle je trouve deux DAC. En fait, il y en a un pour I, un pour Q. Nous, on a fait que la conversion qu'un des deux. Mais donc, il y a deux DAC. Et là, donc, je récupère la sortie, donc le signal I, une fois qu'il est passé dans le filtre en cosinus surélevé. Alors, juste à côté, là, je me suis arrangé, en fait, pour récupérer l'horloge symbole. Donc, j'aurai un signal carré, caractéristique d'une horloge, avec une période par symbole. Donc je rappelle que la fréquence symbole, c'est 2,5 MHz. Allez, on va voir tout de suite ce que ça donne sur le silo. Donc là, sur la voie 1, j'ai mis, donc je vais essayer d'installer mon petit système là, voilà. Donc sur la voie 1 de l'oscillo, j'ai mis, pas terrible, sur la voie 1 de l'oscillo, j'ai mis le signal filtré. Et puis sur la voie 2, on aura donc l'horloge. Voilà, suspense. Ah, c'est pas ce que je voulais. C'est pas du tout ce que je pensais avoir. Ça, c'est ce qu'on doit avoir à la fin, en fait. Donc voilà, normalement, quand on allume le truc, ça ressemble plutôt à ça. Donc on est plutôt assez déçu. Parce que ça fait 3 heures, peut-être plus qu'on travaille. C'est très compliqué. Et on obtient un truc comme ça. Alors maintenant, si on fait run stop, on a quelque chose déjà de un peu plus joli. Même si c'est quand même toujours assez décevant, hein, il faut le reconnaître. Et là, vous voyez, si on regarde un peu plus près, alors, en appuyant sur ce bouton-là, je peux enlever la voie 2. On regarde un peu plus près, on se rend compte que si quand même, c'est une allure qui ressemble à la sortie à I ou Q, la voie I ou Q passée, non pas par un filtre rectangle, mais bien par un filtre en cosinus surélevé, ça ressemble un petit peu. Quelle est la différence avec ce qu'on avait sur Simulink? Eh bien, la différence, c'est que le signal qu'on a là, vous voyez, contient des marges d'escalier. Alors pourquoi est-ce qu'il contient des marges d'escalier? Il contient des marges d'escalier parce que à chaque fois qu'on envoie un échantillon au DAC, au convertisseur, un échantillon donc codé par des bits, eh bien cet échantillon est transformé en une tension. Donc pour nous, la tension, je crois, c'est entre... ouais. Donc là, on est en gros entre 0 et 500 millivolts, mais je suis étonné que ce soit si bas. Enfin, peu importe. Donc c'est peut-être ça. Donc on a une tension. Et puis cette tension est maintenue constante pendant le temps d'un échantillon. Donc là, je vous rappelle, la fréquence échantillon, c'est 10 MHz. Donc le temps d'un échantillon, c'est 0,1 microseconde. Donc pendant 0,1 microseconde, mon échantillon est maintenu constant. Et puis au prochain échantillon, j'ai de nouveau la conversion. Et puis de nouveau, l'échantillon est maintenu constant, etc. Donc ça, c'est ce qui explique cette allure en marge d'escalier, bah, qui est pas très souhaitable en fait, hein. Ça, on en parlera tout à l'heure. Ça a tendance à élargir le spectre. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut
dans la vie dont il faut se débarrasser. Ça, alors là, vous voyez, j'ai changé la base de temps simplement pour vérifier que, voilà, vous voyez, là, j'ai le temps qui correspond à une marche d'escalier et je vérifie là-haut, pas si vous voyez, que c'est bien 0,1 microseconde. Donc, c'est bien, effectivement, ce à quoi je m'attendais. Alors, je suis toujours avec mon signal un peu dégueulasse, là. Et la technique, maintenant, c'est de le synchroniser par l'horloge symbole. Synchroniser, ça veut dire que finalement, à chaque fois que j'ai traversé l'écran, avant de recommencer à faire le tracé, on va attendre d'avoir un front d'horloge, enfin un front d'horloge symbole, puisqu'on va synchroniser sur l'horloge symbole. C'est ça qu'on va faire. Donc pour ça, je branche mon horloge symbole sur la voie 2. Et bon, là c'est tout de suite synchronisé, c'est un peu magique. Mais normalement il y a un petit réglage à faire que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais vous montrer. Donc là c'est ma voie 2. Donc effectivement c'est censé être un signal carré. Il n'est pas tout à fait carré. Alors il n'est pas tout à fait carré, soit parce que la sonde que j'ai utilisée a un effet capacitif. Donc ça en principe ça devrait être réglable. Juste vérifier un truc là. Ouais. Donc soit la sonde a un effet capacitif, soit c'est tout simplement le câble coax que j'utilise qui n'a pas une bande passante suffisante pour transmettre tous les harmoniques et donc je n'ai plus un signal tout à fait carré. Mais c'est pas très grave, ça suffit pour synchroniser. Alors là ça marche bien, mais en fait il y avait deux réglages à faire. Donc décaler un peu pour qu'on voit mes doigts. Pour faire ces réglages là, je vais aller dans le menu Trigger. Et là, choisir de synchroniser sur la voie 2. Donc Trigger Type, il faut bien mettre 2. Donc par défaut, c'était 1. Et tout à l'heure, je suis allé mettre 2 pour dire que je synchronise sur mon horloge. Deuxième chose à faire, une fois que ça c'est fait, je vais changer le niveau. Ça, c'est pour dire que en fait, je vais commencer à tracer à chaque fois que sur la voie 2, je passe par ce niveau-là, en gros. Donc, vous voyez, si je sors, si là je sors, vous voyez, on voit le niveau bouger un petit peu, des valeurs prises par l'horloge, eh bien, ça marche plus. Il faut que mon niveau rentre. Voilà. Donc là, en fait, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'observer la voie 1. Et ce qu'on a sur la voie 1, c'est un diagramme de l'œil. Mais oui, c'est un diagramme de l'œil que j'ai sur la voie 1. Alors évidemment, il est tout à fait moche, mais c'est bien un diagramme de l'œil. C'est-à-dire que ce que je suis en train d'observer, c'est la superposition du tracé sur un certain nombre de temps symboles. Là, sur à peu près 3 temps symboles, j'ai la superposition de tous les temps symboles. Là, et donc je vois que j'ai des passages à chaque fois du niveau bas au niveau haut. Parfois, je reste au niveau bas, parfois je monte au niveau, etc. Donc là, en l'occurrence, j'ai 2 yeux entiers, en fait, un ici, un là. Et bah, on est quand même un petit peu déçu par ce diagramme de l'œil après tout ce travail, parce qu'on n'a pas un diagramme de l'œil tel que celui qu'on attendait. Là, on a plutôt une sorte de croix, donc c'est tout à fait décevant. Alors, la raison, bien sûr, c'est les marches d'escalier dont on a parlé tout à l'heure. Si le signal montait de façon plus lisse, comme ça, là, on aurait le vrai diagramme de l'œil qu'on s'attend à avoir, avec pas d'interférence entre symboles, etc. Donc pour ça, il faut réfléchir à... On peut mettre un filtre, en fait, avec cet oscillo-là. Cet oscillo, il est super bien parce qu'on peut mettre un filtre juste derrière l'entrée. Là, ça va nous permettre de filtrer les marches d'escalier là pour les lisser. Donc on peut faire ça. Mais pour faire ça, il faut réfléchir à comment on va régler ce filtre. Et donc, la question que je vous pose, c'est le signal qui était échantillonné à 10 MHz. Je rappelle que la fréquence échantillon, c'était 10 MHz. Et qui représente donc la sortie I. Eh bien, la question, c'est quel est son spectre
et qu'est-ce qu'il faudra que j'enlève avec mon filtre passe-bas. Donc moi, ce que je suggère de faire pour répondre à cette question, c'est premièrement réfléchir déjà au spectre de I. Alors vous pouvez le regarder avec Simulink si vous voulez. Après le filtre en cosinus surélevé, à quoi il doit ressembler normalement. Donc rappelez-vous, le spectre après le filtre rectangle, c'est le fameux sinus cardinal avec les lobes, etc. Qu'est-ce que c'est déjà le spectre après le filtre en cosinus surélevé? Quelle est sa largeur? Et maintenant, si je considère le même signal mais échantillonné, qu'est-ce que ça change sur le spectre? Donc je pense que voilà, vous avez vu ça, vous allez trouver. Une fois que vous aurez trouvé ça, eh bien vous essaierez de réfléchir à la fréquence de coupure du filtre passe-bas.